Ah, Olive, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une grosse envie de scier. T'as besoin de ça? Non, non, ça va, merci. Ok. Bonsoir Bonsoir. et bienvenue dans ce nouvel apérouti. Un apérouti consacré à un nouvel alcool dont tu... Attends, m'avais bonsoir. Ah, ok. Meilleurs vœux, bonne année, bonne Ouais, santé, plein de bonnes Les gens choses. verront la vidéo dans 6 mois, ça vaudra plus rien dire. Ouais, mais c'est pas grave, là c'est le premier épisode de l'année 2018 et donc on vous souhaite bien, meilleurs bonne vœux année. et plein de bonnes choses, plein de beaux projets à tout niveau. Voilà. Voilà. Et donc sans plus tarder, aujourd'hui un apérouti. Alors cet apérouti spécial Le Guide. Vous avez dû déjà le voir, on en a fait un sur la Domino, un sur la GTS 10 XC, et je pense qu'on va essayer maintenant chaque mois d'alterner, c'est-à-dire qu'on aura un apérouti classique sur un thème général ou sur un type d'outil général, et puis on va, je pense, alterner, on verra encore une fois, sur un outil vraiment spécifique. Donc quand je dis un outil, c'est vraiment une marque et un modèle spécifique. En l'occurrence, aujourd'hui... La Festool T55. Alors la Festool T55, bien évidemment, on vous parlera juste des petits modèles frères et sœurs. C'est l'ancien modèle que nous avons tous les deux, donc on peut en parler. Et depuis, il sortit un nouveau modèle, mais dont on parlera également, parce qu'on a pu le tester en Allemagne. Voilà, exactement. Eh bien écoutez, sans plus tarder, aujourd'hui... Donc l'alcool, tu nous en parles un peu, Mathieu? Alors c'est une petite dédicace à Clément, qui se reconnaîtra, puisque c'est un alcool... Je pense qu'il regarde les vidéos. Oui, je lui enverrai. C'est un alcool qui vient de Liège. Je crois que là-bas on appelle ça du Péquet. S'il y a des Belges qui nous écoutent, et dans ce cas-là, ils pourront nous corriger. Et donc c'est un petit alcool à base, là, en l'occurrence, de fruits rouges, parce qu'il existe, je crois, en différentes sortes. Donc voilà, Olivier est un petit peu malade, ça va lui nettoyer, ça va lui nettoyer un petit peu les bronches. Ça va tout, ça va bien se passer. Tout fluidifier, je pense. À la tienne, eh bien, Mathieu? À la vôtre. T'as fait un vieux rond. C'est pas grave aussi. Alors, avant de rentrer en détail sur cette scie, je vais vous réexpliquer rapidement la gamme des scies plongeantes, encore une fois des scies plongeantes, chez Festool. On a donc le modèle TS55. 55 pourquoi? C'est 55 mm, c'est la profondeur de coupe que peut réaliser cette scie quand on est à 0 degré. Sans rail. Sans rail, bien évidemment, sans rail. Donc ce modèle-là, c'est la TS55, moi je l'ai depuis 2011. Je crois Olive, il l'a depuis un petit peu plus longtemps. Ouais, peut-être une année avant toi. Ce sont deux modèles qu'on a payés chacun respectivement. Et très cher. Et très cher, mais c'est très cher. Mais bon, en même temps, on n'est pas trop déçus quand même. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là, ça marche toujours bien. Encore une fois, voilà, cette vidéo n'a pas été commandée par Festool. On a payé notre matos et on le fait parce que bah, voilà, on aime bien les produits et puis on a envie de vous le présenter. Donc ce modèle... on en parlera tout à l'heure, on avait quelque chose, enfin on avait plusieurs points qu'on n'aimait pas dessus, enfin qu'on n'aimait pas, des petits défauts, et Festool a sorti depuis peut-être 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, enfin il faudrait vérifier, mais le modèle T55R, donc il y a en fait la révision de ce modèle-ci, et qui, on verra juste après, en fait corrige tous les défauts qu'on avait remontés de celle-ci. Alors après c'est un modèle qu'on n'a pas plus testé qu'une seule fois en Allemagne. Donc on n'a pas autant d'utilisation que sur celui-là, mais globalement, voilà, les défauts qu'on va vous remonter sont corrigés. Donc, voilà. Donc T55, T55R c'est le modèle révisé. Il existe la TS75, donc 75 pour 75 mm donc de profondeur de coupe encore une fois, sans le rail, donc un plus gros modèle qui est plus puissant également. Plus lourd aussi. Donc, qui est beaucoup plus lourd, qui lui n'a pas encore été révisé, donc il est vraiment sur l'ancien modèle comme nous. Et depuis l'année dernière, encore une fois il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, il y a le modèle TSC55 qui est en fait ce modèle-ci sans fil, donc sur lequel on a 2 batteries de 5,2 ampères si je ne dis pas de bêtises. Qu'on a pu également voir en Allemagne tester cet été, qui était plutôt efficace. Ça marchait plutôt bien, c'était un peu... Donc en poids c'était pas forcément plus lourd, ça se valait, parce qu'au final c'est quand même pas léger. Ouais. Mais voilà. Donc TS55, TS75 et puis donc la fameuse TSC55, le modèle sans fil qui n'existe pas en 75 mm. Au niveau de cette scie, elle est livrée en différentes versions kit. Donc on a la version qui s'appelle la RQ+. Donc la RQ+, plus si je dis pas de bêtises, à chaque fois que c'est Festool, quand on dit plus, c'est qu'elle est livrée en systénaire. T'es sûr que c'est R ou E? C'est RQ. Okay. En fait, c'est la TS55R et après il y a le Q. Donc en fait, c'est le modèle Q+, qui est... Alors si je vous donne les tarifs publics que j'ai pris sur le site de Festool, donc on peut les trouver bien sûr moins cher ailleurs, on est à 538 TTC. On a la version RQ+, FS. Alors FS, c'est quoi? C'est le nom des rails qu'on verra. Donc c'est-à-dire qu'il y a des versions où on n'a pas le rail avec. Donc quand on l'achète en version FS, elle est vendue avec un rail de 1400
mm. Et finalement, c'est le bon compromis de rail. 1m40, voilà. Donc là, on est plutôt à 608 TTC. Donc finalement, ce qui fait le rail, il y a 30 € à peu près. 70 €. Non, 70 €. Donc je ne sais pas quel est le prix classique du rail. Plus cher. Mais après, on a la version REBQ. En fait, le EB, c'est Electronic Brake. C'est le frein électronique. Et donc, il sert à quoi, monsieur ? Donc voilà, alors là pour le coup, j'ai pas révisé cette partie-là. Donc il y a une version voilà, avec frein électronique, sans frein électronique. De mémoire, le frein électronique, c'est qui permet de mieux ralentir la lame. On laisse nos spécialistes type Bernard répondre en commentaire. Et la ralentir un petit peu plus vite. Mais donc finalement, voilà, vous avez le modèle Q et vous avez le modèle EBQ. Et ce modèle-là, il existe encore une fois en plus, et en plus FS quand elle est livrée avec le rail. Donc alors forcément, si vous n'avez pas encore de rail pour ce genre de scie, il faut inévitablement en avoir un. On peut pas se servir de la scie sans rail, c'est stupide. Enfin, on peut sur un morceau de bois, mais il n'y a pas de. Sur un guide, mais on perd tout l'intérêt de la scie. Exact. Donc en fait, si vous n'avez pas encore de rail, ça vaut le coup de le prendre en kit. Si vous avez déjà un rail de 1400, comme ce qui est livré avec celle-là, autant prendre. Alors, soit vous n'avez pas besoin de rail et puis c'est tout, sauf après avoir pour prendre un rail peut-être un peu plus long ou plus court selon moi j'ai racheté un rail après, un 800. Ouais, alors le 800, je m'en sers aussi. Par contre, ce qui me manque là, c'est un rail de plus de 2,50 m. Ouais. Pour les, moi je mets les deux côte à côte. Pour les plaques de contreplaqué. Ouais, mais quand tu le fais souvent, et tu dois ajuster les rails, c'est pénible. Je crois que les rails ils vont jusqu'à 3,50 m, je crois. Donc à 5 mètres, il me semble. 5 mètres de long. Il me semble, à vérifier. Donc là, nous allons vous présenter le Systener et ce qu'il contient. Donc c'est un Systener 4 rues. Donc Systener qui bien sûr s'empile facilement sur les autres Systener, que ce soit les anciens ou les nouveaux modèles. Non, les anciens et les nouveaux sont pas forcément très bien compatibles. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est nouveau ou ancien. Mais c'est un détail, on va dire. Donc, aux surprises, le Systener contient la scie. Le câble secteur plug-it, donc qui permet de raccorder la scie à la prise secteur si vous n'avez pas le tuyau d'aspirateur qui contient déjà le câble. Le mode d'emploi light en français, à savoir qu'il existe un mode d'emploi amélioré, le supplémental manual fait par les Américains et qui est très utile pour cette scie. Et ensuite un pare-éclat en 2 éléments. Si j'arrive à sortir le deuxième, voilà, un pare-éclat dont on vous montrera l'utilisation tout à l'heure. Alors ce qui est important de noter, c'est que finalement, dans le capot, on a tout de suite une petite notice explicative qui nous rappelle tous les accessoires qui vont avec cette scie, que ce soit les rails, que ce soit les lames, que ce soit les différents accessoires, les kits, tout ce qui est MFT, les modules CMS, etc. Là, on est dans la vision système de Festool en fait. Voilà. Et on a surtout cette vue qui nous permet de savoir où bien ranger son matos, parce que on peut avoir du matériel en plus et les emplacements sont déjà faits. Donc j'ai une lame en plus, je viens la mettre au bon emplacement. J'ai des serre-joints en plus, je viens les mettre directement pareil au bon emplacement. J'ai mon rail spécifique pour relier, enfin mon système spécifique pour relier de rails, c'est pareil, il vient se mettre au même endroit. Et avec ça, je peux toujours remettre ma scie parfaitement sans être bloqué. C'est vraiment hyper agréable finalement d'avoir au même endroit tout dans la caisse. On sait que quand on part en chantier, on a tout avec nous. Et puis surtout, quand on repart, un petit coup d'œil, on sait vite s'il manque quelque chose ou pas. Chose qu'on oublie de faire tous les deux. Oui, après nous on est dans l'atelier, donc il n'y a pas de risque. Mais voilà, je pense vraiment pour ceux qui sont en chantier, qui se baladent, on peut être sûr que personne ne nous a piqué quelque chose et que tout est en place en un coup d'œil. Voilà pour la présentation du Systener, et puis maintenant on va passer en détail tous ces éléments. Alors, on va passer maintenant à la présentation de la machine en elle-même. Alors, les caractéristiques, donc on l'a vu tout à l'heure, quand on est à 0 degré, on coupe à 55 mm sans rail, et en gros, vous êtes à 50 à peu près, voire 49 plutôt millimètres, quand vous êtes avec le rail. Alors en fait, on est à 50 avec le rail, mais il faut compter que la lame dépasse un petit peu sous le bois pour la coupe, donc on est à 48-49. À 45 degrés, on coupe à 43 mm. Et cette machine, alors là, toutes les caractéristiques que je vous donne, je parle du nouveau modèle, du modèle R volontairement. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'écart avec celle-ci. De toute façon, celle-là n'est plus vendue. Voilà, celle-là n'est plus vendue. Donc, avec un poids de 4,4 kg, c'est pas léger, mais ça va quoi. Arrête de friper. Mais on n'est pas non plus embêté par rapport à ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce modèle-là, nous avions des points, je dirais pas des points négatifs, mais des trucs qui étaient un petit peu gênants. Et c'est tous ces points-là qui ont été corrigés finalement dans le modèle R. Le premier, ça va être l'épaisseur du carter. Ici, on a un carter qui est plutôt large et
Alors, si on mesure la hauteur entre le carter et ici, on est assez gros, hein. Enfin je sais plus quelle taille exactement, je sais plus ce qu'on a. Donc je vais vous donner un exemple, c'est que dans ma chambre, j'avais un plancher au sol qui était vraiment bouffé par les bêtes, tout abîmé, etc. Donc je suis venu le découper. Sauf que j'avais besoin de venir le découper en périphérie pour après tout venir faire sauter. Et quand j'ai voulu le découper en périphérie pour faire quelque chose de propre et droit, je suis venu coller ma lame ici. Et là, on se rend compte que finalement, j'ai une espèce d'excroissance ici qui vient à cause du raccord d'aspirateur. Et finalement, je me retrouvais éloigné du bord. Alors, je ne sais plus combien, je crois que c'est un peu plus de 2 cm de mémoire. Mais bon, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, on est assez éloigné du bord. Donc, une des révisions de ce modèle R, ça a été de faire un carter beaucoup plus plat, qui fait que, donc on n'a plus du coup cette excroissance ici, on est un petit peu plus près, et donc on arrive maintenant à être à 12 mm du bord. Donc c'est-à-dire que quand vous allez couper, si vous coupez contre le long d'un mur, vous allez pouvoir faire votre trait à 12 mm. Donc ce qui est vraiment pas mal, et ça c'était pour moi un des points, alors encore une fois c'est pas un des points négatifs, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'était un point remonté en tout cas comme... un point d'amélioration. Un point d'amélioration donc c'est ça qui est aussi intéressant finalement sur cette marque, c'est que les points d'amélioration qu'on arrive à remonter soi-même de par l'utilisation de cette scie sur 5-6 ans, on se rend compte que c'est des trucs qui, eux, leur ont bien sûr été remontés et qui ont pu en prendre en compte dans les éléments suivants. Le deuxième point qui a été corrigé, c'est au niveau de la coupe à angle. Ici, on est entre 0 et 45, et sur le nouveau modèle, on est entre -1 et 47 degrés. Parfois quand tu fais des coupes, genre des corniches, bon tu fais pas une corniche avec ça, mais parfois les angles dans une maison sont pas tout à fait à 45, ils peuvent être un peu plus. Et donc, parce que quand tu poses un placo ou autre chose, t'es rarement en angle vraiment droit. Là au moins ça te permet de compenser... d'un côté ou d'un autre, exactement. Voilà, j'ai pas eu, en tout cas moi j'avais pas eu l'occasion d'être bloqué par un 0,45. Moi non plus, mais ça se fait couramment en fait selon les outils. Donc voilà, donc c'est un truc en tout cas qui ont amélioré là-dessus, donc 0,45 sur les anciens modèles T55 si jamais vous achetez des modèles d'occasion, ou sur la T55R qui se vend maintenant exclusivement, on est de -1 à 47 degrés pour l'angle. Le troisième point qu'on trouvait nous, là c'est limite le point le plus gênant, c'est quand on venait couper. Alors quand on venait couper en plein milieu d'une planche, l'aspiration était très correcte, faut dire ce qui est. Quand on venait couper ici juste une petite tranche, alors de soit d'1 millimètre ou même allez, tout ce qui était inférieur à 5 mm, là c'était la cata, ça envoyait la purée dans tous les sens. Bon, c'est pas non plus. Enfin, il y avait quand même l'aspiration, mais t'as pas tout qui va à côté, quoi. Et en fait, sur le nouveau carter, ils ont fait un truc ici avec un espèce de petit capot plastique qui descend verticalement, alors qui n'est pas du coup par éclat comme on verra tout à l'heure, mais qui a, et ça pour le coup on a pu le voir en live, qui garde vraiment une meilleure aspiration quand on est vraiment à ras du bord. Ça c'était vraiment un point gênant. Pour le coup, on pouvait couper dans la maison tranquillement si elle était reliée à l'aspi quand vous êtes en plein panneau, mais si vous étiez ici à 1 ou 2 mm du bord, laissez tomber, ça envoie la purée. Et là pour le coup, voilà, c'est quelque chose encore une fois qui a été corrigé dans ce nouveau modèle R. Le dernier point qui a été corrigé, enfin un des derniers points, c'est le couteau diviseur. Ils l'ont fait pour qu'il puisse rentrer plus facilement quand vous avez un trait-coupe existant. C'est vrai que des fois ici quand on devait rentrer c'était un petit peu des fois compliqué. Là visiblement ils l'ont amélioré. Là je n'ai pas pu le tester pour le confirmer, mais c'est un des points qu'ils notaient. J'ai jamais eu de souci avec le couteau. Ouais, mais c'est un des points qu'ils ont noté par rapport à ça. Et ils n'ont pas changé le système de profondeur. J'ai vu aussi. Okay, le dernier point qui a été changé, amélioré, c'est que là on voit ici qu'on a un seul curseur pour voir la profondeur qui est faite. Mais finalement, quand on mettait le rail, ce curseur était plus bon. Donc on savait que mentalement, il fallait ajouter ou enlever ces 5 mm. Aujourd'hui, on a une double graduation sur ce système qui permet de venir bouger en prenant en compte le rail ou non. Et finalement, c'est un truc de fainéant, quoi. C'est un truc de fainéant, oui, mais des fois, t'as pas envie de chercher, t'es là, tu fais ok, j'ai besoin de couper à 10, c'est mon rail, je coupe à 10, et je suis pas là, attends, j'ai mon 10, donc j'ai mon rail qui fait 5, je veux rajouter 1 mm, etc. Donc on a vu l'histoire des 12 mm pour être plus près du mur, -1 47 degrés pour l'angle, la meilleure aspiration avec l'histoire du capot plastique, le couteau diviseur, et puis un dernier point. Sur les anciens modèles comme le nôtre, et pour ceux qui ont l'aspirateur Festool classique, on est sur un raccord ici lisse, et alors vous voyez là, je dois quand même l'enfoncer, mais il arrivait que des fois le tuyau se prenait un petit peu dedans, et qu'en cours de route, le tuyau partait. Sur le nouveau modèle, on est sur un système ici qui est à baïonnette,
comme les nouveaux équipements Festool. Hein. Et donc, les nouveaux tuyaux, eux, intègrent aussi à l'intérieur un système baïonnette qui fait que... ça vient bloquer le tuyau. Qui fait que voilà, le tuyau, une fois qu'il est là, on vient le verrouiller en position, et à partir de ce moment-là, il ne peut plus partir. Et après, il tourne soit par là, soit par ici. On verra ça après dans les inconvénients, juste après ce sujet-là. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup finalement par rapport à cette marque, c'est que ils font déjà des produits qui sont vraiment très très bien pensés, très très bien foutus, où on se dit que tout est bien, et même si on arrive à trouver un défaut, et ben finalement on se rend compte que dans le modèle d'après, c'est quasiment corrigé à 100%. De toute façon, il y a un signe, c'est qu'en fait les gammes de produits durent longtemps. Oui. Donc les produits ne sont pas renouvelés chaque année, c'est même plutôt sur un cycle de vie... Enfin, moi je sais que j'ai des produits Festool qui n'ont pas été encore remplacés. Donc ça, quelque part, c'est synonyme de travail qui a été enfin, une machine qui a été bien conçue, qui a été bien imaginée, et surtout qui a été bien produite. Donc ça c'est le premier avantage, et c'est significatif. Et après, par contre, quand ils arrivent à perfectionner le produit ne change pas fondamentalement, donc ça veut dire que quelque part le produit est validé dans son fonctionnement global, mais en plus ils arrivent à l'améliorer par petites touches. Alors, on va passer maintenant ensuite à la machine en elle-même. Donc on a ici des petits éléments. Donc vous voyez, la semelle avec le temps, elle a tendance, on voit, à venir s'user sur les extérieurs. Hein. Ah, tu vas fort quand même, toi. Hein. Écoute, et pourtant elle sert quasiment tout le temps avec l'oreille. Hein. Et donc, quand on a ici, je vais la mettre dans le bon sens sur l'oreille, ces petits éléments verts permettent de pouvoir, là je pourrais les régler un petit peu moi, permettent d'être mieux serrés sur l'oreille et éviter de bouger. Donc finalement, en fait, comment ça marche? Une vis un peu excentrique qui vient pousser en fait le caoutchouc vers l'intérieur, donc pour serrer l'oreille. Donc en fait, le bon réglage, c'est quand la scie glisse bien sur son rail, mais qu'il n'y a plus de jeu. Ouais. Sachant que ça, il faut faire avant de couper votre, oui, bien sûr. votre plastique, sinon donc là typiquement, on voit qu'il y a trop de jeu sur la scie de Mathieu. Et après, le but, c'est que quand même la glisse se fasse bien. Donc là, je viens de resserrer à l'avant, c'est un poil trop par exemple. Et là, si je resserre, voilà, là c'est déjà mieux. Il faut que tu resserres à l'arrière. Ouais. Un peu trop. Voilà, là elle glisse bien et du coup il y a zéro jeu. Donc là ici elle est bien réglée. Donc c'est parti là. On a maintenant ici deux molettes, donc une de ce côté ici. Donc là avec la graduation. On peut desserrer, une de l'autre côté. Ici sans graduation. Qui permettent de gérer son angle, sachant qu'on a des butées à 0 et à 45 et que ces butées elles viennent se régler ici. Ouais. Donc ça, j'ai fait un article sur le blog pour en parler. Ah bah je le mettrai dans la description du coup. Histoire d'expliquer en fait comment régler ici avec la méthode des coupes que l'on vient tourner. Et donc le but c'est à la fois de régler le 0 et ensuite le 45. Alors le 45 ne se règle pas vraiment, ce qui se règle c'est la graduation ici. Ouais. Et ça, c'est vraiment un réglage à part. Hein. La machine qui sort d'usine, ça doit être une super marque. Hein. Il faut quand même vérifier les réglages. C'est clair. Et ça, c'est un réglage à reprendre. Moi, je sais que j'ai dû le reprendre une ou deux fois déjà. Alors, il n'y a pas beaucoup, mais quand on fait des coupes et qu'on cherche de la précision, ça fait un peu râler quand même de devoir après tout recommencer. Donc, il faut vérifier selon l'utilisation assez régulièrement quand même. Après, je trouve que ça a toujours quand même un petit côté frustrant parce que tu achètes du matos à 500-600 boules, tu sors de la boîte et en fait, tu dois quand même passer par une étape réglage. Après, quand tu achètes une voiture neuve, tu fais un rodage. Ouais. Même si tu l'as payé cher, même si tu as envie de rouler avec. Du coup, le curseur ici pour régler, donc on a vu le nouveau modèle, il est un petit peu différent parce qu'il a les deux visées avec ou sans rail. Ici, on a un petit curseur à relever pour pouvoir activer la descente et la gâchette qui ne peut s'appuyer que quand on a relevé ici. Donc ça c'est la sécurité. Pour pouvoir démarrer. Alors on n'en a pas trop parlé, mais le gros avantage des scies plongeantes, c'est que ça permet de commencer à travailler en plein bois plutôt que de commencer par l'extrémité. Donc ça veut dire que là, on pourrait commencer à descendre, à scier là. Et donc le couteau descend en même temps, donc c'est pas gênant. Ça, avec une scie qui n'est pas plongeante, c'est impossible à faire. Ouais. Souvent, l'avantage, c'est que ça permet de descendre la lame juste un peu en dessous du bois qu'on coupe. Et pas de faire dépasser de 3-4 cm selon l'épaisseur qu'on coupe. Donc clairement, les scies plongeantes, pour moi, c'est vraiment le passage.
J'imagine pas la vie sans scie plongeante en fait. Ouais, on extrapole un peu le sujet là, mais effectivement. Mais en fait, ça fait partie des qualités intrinsèques de la machine, mais voilà, il faut en parler. Mais qui sont dues au fait que c'est une plongeante. Oui, exactement. Ensuite, on a ici le. Et aussi, l'autre avantage, c'est que tu peux faire carrément des rainures dans du bois sans traverser. Quand on n'a pas forcément de défonceuse et de fraise pour faire des rainures, on peut imaginer faire des traits de scie parallèles. Plusieurs passes et hop. Exactement, et du coup, ça fait une rainure à lâcher. Ici, de quoi brancher notre fameux câble plug-it pour l'électricité. Donc encore une fois, bien pratique, ce câble qu'on peut détacher. Le petit variateur ici pour la vitesse. Je crois qu'ils le remettent à un endroit de la scie, non, les vitesses, ou là, ici. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais il faut être vigilant, hein, c'est sur les vitesses. Surtout quand on commence à couper des matières un peu différentes de ce qu'on fait habituellement. Donc il ne faut pas hésiter à bouger la molette en fonction de ce qu'on fait. Exactement. Et Made in Germany, voilà, ça c'est bien, ça change. Ouais. Alors, donc voilà pour ce modèle-là, le raccord d'aspiration. Et maintenant, le truc phare pour moi de cette scie, c'est le changement de lame. Donc, on vient se placer la butée pour pouvoir ouvrir à fond la lame. Tout en bas. On vient chercher la clé qui est tout de suite à disposition. On n'est pas obligé de retourner dans le camion chercher dans le pistonnaire. On ouvre le système face fixe. On vient descendre ici, on va entendre un clic, vous allez voir. Donc là, la lame vient se bloquer. La lame vient se bloquer, et à partir de ce moment-là... Coïncidence, la clé est juste dans le passage. Tac. Donc il n'y a même pas besoin de tenir la lame, hein. Automatiquement elle vient se bloquer en position. Là ici, hop, je récupère cette pièce-ci. Ah, voilà, c'est ce qu'il fallait pas faire. Vous allez voir. Il n'y a pas de souci, elle est là. Donc j'ai enlevé la lame en 2 secondes. On reviendra d'ailleurs un petit peu en détail sur les... Bon, à la limite, je vais parler des lames maintenant. Par défaut, la scie est livrée avec une 28 dents. Alors, ce sont des lames de 160 mm de diamètre, un alésage de 20, et ce qui est très très bien sur toutes ces lames Festool, alors pour le coup, je ne sais pas si les autres constructeurs font pareil, mais l'avoyage des dents est de 2,2 mm. Quelle que soit la lame que vous utilisez, que vous utilisiez la denture fine, la standard, ou après ils ont un modèle en 12 dents qui s'appelle la Panthère, donc là vraiment pour du délignage et autres, ces dents font tous la même épaisseur. Pourquoi? Alors, en même temps, ça serait pas gênant vu comment est configuré le rail. L'épaisseur changerait rien. Bah si, parce que si c'est que de l'autre côté, si c'est pas centré... Bah, tu coupes rarement à droite de la lame. Enfin, parfois, mais non, mais si tes dents sont plus larges, c'est ce que je veux dire. Tes dents en fait, elles sont un peu en V. Donc si elles étaient plus grosses de l'autre côté, c'est pas forcément... Elles sont peut-être pas plus épaisses, mais elles viennent plus larges les dents. Bah, tu coupes plus de bois. Mais je veux dire, en fait, le réglage du rail qui est fait à la première coupe n'est pas influencé par l'épaisseur de la lame. Bah si, parce que si tu coupes à ras... Mais non, parce que Ah, regarde, tu coupes à ras du bord. Ok. Et toi, tu as ta dent qui vient, on va dire qu'elle est ici. Ok. Sauf que... Et ta lame ici. Sauf que demain, tu as une lame qui est... Ouais. Alors qui garde quand même son 2 mm. Épaisse, par contre, sa dent, elle vient chercher beaucoup plus loin. Et bah du coup, elle va te bouffer à l'intérieur de ce truc-là. C'est ce que je veux dire. Ah oui, donc même si ton truc reste centré, en fait, à l'intérieur, oui, parce que la lame est centrée. Ouais, t'as raison. Donc en fait, c'est un bouffé. Pour moi, oui, en fait, la place du disque est toujours le même. Ouais. Mais par contre, c'est la dent qui décale. Donc, denture fine en 48 dents, denture standard 28 dents. Il existe, donc par défaut, elle est vendue avec celle-là. Donc ça, c'est une lame que j'ai eu en plus, j'ai acheté un kit. Il existe donc la 12 dents, comme je l'ai dit, pour la partie délignage. Et il existe une nouvelle lame qui s'appelle la lame diamant, qui sert maintenant pour couper des plaques de plâtre, des plaques de fibrociment. Je me suis renseigné auprès de Festool, cette lame ne fonctionne que pour la TS55R. Donc le nouveau modèle. Donc le nouveau modèle ne marche pas sur ceux qui ont la TS55 classique. Je ne vois pas pourquoi, je vous avoue, on m'a dit non, mais je ne vois pas pourquoi, puisque elle a quand même un alésage de 20, elle a quand même un diamètre de 160, et elle a quand même les dents en un voyage de 2,2. C'est peut-être lié au fait que celle-là n'est peut-être pas garantie pour couper du plâtre. Peut-être, donc il y a peut-être des raisons spécifiques, mais voilà, si vous avez une TS55, ne vous dites pas, et c'est bien écrit sur le catalogue et sur le site, hein, je vais prendre cette lame diamant, c'est cool, elle ne marche que pour la TS55R et la TSC55. Alors donc par rapport à là, ce qu'on disait, c'est que finalement, vous avez intérêt à toujours prendre des lames de même épaisseur. Ouais. Donc si vous commencez avec des lames Festool, il vaut mieux continuer avec des lames Festool, ou des lames ayant la même taille, mais ne pas changer ça. Du coup, on en était au changement de lame, alors encore une fois, truc hyper bien foutu. Regardez, sur la lame, on a une petite flèche qui nous indique le sens.
Et ici, on a une flèche qui nous indique le sens. De toute façon, les écritures... l'écriture vers... L'écriture de ce côté-là, oui, mais des fois, on peut... Enfin, le moyen technique, si tu l'oublies. Donc, c'est simple, on le voit encore là. J'ai ma flèche, Je sais que je suis dans le bon sens. Je remets ma petite pièce ici. Je remets ma petite vis ici. Hop. Alors, du coup, on l'a fait en plusieurs étapes, parce qu'on a discuté entre-temps, mais je resserre. Je relâche ici. Je retiens un petit peu la remontée. Et voilà, ma lame est changée. Donc, pour le coup, 20 secondes. Vous n'avez pas d'excuse. C'est-à-dire, si vous avez cette machine, ne dites pas « Ah, ça me fait chier de changer la lame, du coup, vous n'utilisez pas que la bonne lame. » Ça prend 2 secondes. Moi, ça m'arrive pour des projets, des fois, de changer 5 fois la lame dans la journée. Hein. Tellement c'est pratique. Et encore une fois, on remet la clé là, on est sûr de ne pas l'oublier, le coup d'après. Donc, c'est vraiment très important. Donc là, la 24 dents, moi, elle me sert pas mal. Alors, si vous coupez du massif sur 55 mm... il vaut mieux la panthère, je pense. C'est trop juste. Faut le faire en plusieurs passes. Après, si vous coupez du contreplaqué ou du mélaminé, là c'est la 48 dents obligatoire. Ou même du plastique finalement. Ouais, sinon ça fait quand même pas mal d'éclat. Ouais, c'est pas les lames idéales pour le plastique, mais ça fait office. Ouais. Enfin, ça dépend des plastiques. Cette lame là, donc moi j'ai acheté la scie en 2011, j'en suis déjà au 2e affûtage. Quand même, pour moi, c'est des lames de bonne qualité. C'est des lames de très bonne qualité qui tiennent très bien, mais après, c'est vrai qu'on les utilise quand même beaucoup. Hein. Ouais. Après, tout dépend ce que tu coupes. Hein. J'avoue que si tu coupes que du MDF, tu vas l'affûter plus souvent, forcément. Je m'en sers beaucoup moins depuis que j'ai la scie sous table. Ah, c'est logique. Hein. Mais je suis content de l'avoir parce que quand j'ai des gros panneaux qui arrivent dans l'atelier, pour le premier débit, voilà. En même temps, ça c'est le premier outil limite qu'on achète parce qu'il faut une scie. Après, une fois qu'on a la scie sous table, scie sur table, pardon, sinon il y en a un il y a Tony qui va appeler. Une fois qu'on a la scie sur table, après on s'en sert beaucoup moins forcément. Quoi. Mais il y a toujours besoin de déligner du panneau ou du massif. Exactement. Donc à présent, nous allons vous parler des rails, donc l'accessoire primordial pour la TS55. Alors les rails FS, donc en termes de référence, donc FS et ensuite la longueur du rail. C'est quoi le slash 2 ? Je sais plus, peut-être la deuxième version du rail. Parce qu'on a donc le FS 800, donc 80 cm. Voilà, le 1m40. FS 1400, 1m40. Et après, je sais plus, jusqu'à 5 mètres. Donc voilà. Les rails sont tous identiques, à savoir que tous les outils Festool peuvent aller sur les mêmes rails. Donc ça, c'est quand même très pratique. Quand on dit tous les outils, c'est par exemple si vous avez la scie sauteuse, la défonceuse. Voilà, c'est tous les outils portatifs Festool peuvent utiliser le rail. Donc il est constitué donc de différents accessoires. Là typiquement la partie qui guide la scie, c'est cette protubérance ici. Celle-là elle sert plus pour raccorder des rails entre eux. Donc ça peut être fait à 2 endroits. En fait le but c'est quoi? C'est on a un premier rail qu'on vient mettre à moitié dans ce guide, je ne sais même pas comment il s'appelle. Et on colle un petit accessoire. Ouais. Ça permet. Il s'appelle le FSV. Alors, j'ai pas trop de place. Voilà. Ça permet de raccorder 2 rails. Alors, quand on a un seul de ces accessoires, il vaut mieux raccorder dans la partie qui est dessous. Pour moi, il n'y a pas assez selon ce qu'on fait. Moi, j'en ai acheté 2 et c'est quand même plus pratique. C'est un peu plus long à monter, mais ça se fait bien. Donc, vous avez vu ici, en fait, vous avez 4 vis à visser, donc voilà, 2 sur chacun des rails. Ouais. Et à l'envers, même topo. Ça se met par là. Alors le défaut que je trouve à ce système, c'est que les vis ont tendance à s'abîmer. Déjà c'est une tête plate. Donc ça c'est pas terrible et je trouve qu'on a tendance à vite les abîmer. Ensuite c'est un petit peu long et le réglage, il faut bien mettre les rails côte à côte. Ouais, disons que ça dépanne. Ça dépanne. L'accessoire, je sais plus, c'est 20 ou 30 € de mémoire. Ouais. J'ai dû peut-être m'en servir une dizaine de fois. Où j'avais vraiment une grosse longueur. Mais quand on en a besoin, là tu es content de l'avoir. Ouais, du coup je mets au cul l'oreille de 80 et de 140, mais au final 80 plus 140 ça avait donc 2,20 m, et quand on est sur des grosses planches de CP, on est surtout sur du 2,50 m. Donc en fait il manque quand même toujours un petit bout. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que moi idéalement il faudrait un oreille de 3 mètres, mais après il faut le stocker. 3 mètres il faut pouvoir le mettre vertical ou quelque part. Ensuite au niveau du rail, donc les 2 zones vertes en fait c'est ce qui permet à la scie de glisser. Donc ces éléments peuvent également être changés au cours de la vie du rail, des fois qu'ils s'abîment. C'est comme téflon un peu, non? Ouais, c'est une espèce de matière téflon qui fait que ça facilite la glisse. Et ensuite de l'autre côté, on a quoi? Les 2 bandes noires finalement, ce sont des bandes de mousse qui permettent au rail de ne pas glisser sur le bois sur lequel il est posé. Et ça marche bien s'il n'y a pas trop de poussière dessus. Ouais, exactement.
Enfin, alors, souvent Festool conseille finalement, une fois qu'on est sur une planche de bois... Enfin, Festool et nous aussi, on vous conseille de mettre au maximum ces raccords. En fait, le but c'est de rentrer un serre-joint dans le rail, donc ça c'est compatible aussi, et donc de venir serrer le rail sur la planche. Selon ce qu'on coupe, il faut le faire. Quand après on est sur des bois très stables, très droits, où ça bouge pas, moi je sais que la plupart du temps je m'en passe. Oui, après, chacun fait comme c'est super intéressant. Si on prend ici cette petite planche et je veux couper juste ce petit coin, on peut potentiellement ici être en porte-à-faux, et c'est là, moi dans ces cas-là, où là je mets impérativement ici les serre-joints de chaque côté, et comme ça je suis sûr finalement de ne rien avoir qui bouge pour faire ma coupe ultra précise. En fait, les serre-joints viennent aider lors des coupes un peu hors normes, où on n'est pas trop en sécurité, où les appuis sont pas très bons. Ouais, si vous êtes vraiment à plat sur une belle surface à plat, voilà, votre rail, bon, il bouge pas. Hein. Non, il ne bouge pas. Il me semble que ceux-là aussi on peut les acheter à l'unité, en longueur, en rouleau. Et après, donc le plus important au niveau du rail, c'est cette partie plastique qui est ici. Donc quand vous recevez un rail neuf, cette partie plastique est relativement proéminente. Le but c'est quoi en fait? C'est de venir la couper lors du premier trait de scie. Finalement, quand vous recevez votre rail, vous coupez la partie plastique donc sur un morceau de bois pour faire martyr. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, ça vous sert de guide pour le placement de la scie pour les prochains traits. Parce que finalement, à l'endroit où le rail a été coupé, enfin la partie plastique du rail a été coupée, c'est que la lame est passée par là. Ah, donc si je prends par exemple... D'où l'intérêt d'avoir des lames de même épaisseur, comme l'expliquait très bien Mathieu. Donc là, si on fait un trait là, Olive va venir plaquer directement le plastique, alors montrer pas tout à fait droit, mais le plastique tout contre, et là on est sûr que on va finalement venir couper exactement sur le trait, puisque la lame a coupé une première fois ce plastique, et donc on est vraiment exactement à l'endroit où ça coupe. Exact. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on vous disait tout à l'heure pour les lames, c'est que en restant sur une épaisseur de lame identique, vous êtes sûr d'avoir toujours le même réglage et la lame qui vient toujours à ras. Si vous prenez une lame plus ou moins épaisse, vous aurez un petit delta ici. Alors ça ne va pas se jouer à beaucoup, hein, ça va être au mieux un demi-millimètre, donc 0,25 de chaque côté de la lame. Mais clairement, quand on cherche une coupe de précision, autant être sur la même épaisseur. Alors cette partie-là, forcément, elle le suit. Parce que même si le rail a été coupé une fois, à chaque fois que la scie va passer dessus, elle va venir frotter dessus. Donc cette partie-là s'abîme. D'ailleurs là on le voit, tu vois, tu as des parties qui brûlent un peu, qui sautent, qui font des petits éclats. Donc ça c'est la partie pour moi qui a changé en priorité et en premier sur le rail quand il a commencé à bien servir. Vous pouvez une première fois le décoller et le recoller un petit peu plus loin. Ouais, mais ça marche moyen quand même. Mais ça marche moyen, là on se rend compte ici sur le mien justement que si on regarde ici, on voit qu'il tient ce qui dépasse, on est beaucoup plus petit que ici à l'extrémité. Et donc ça pareil c'est vendu par rouleau de 5 mètres je pense. Ouais, c'est ça. Ça permet de repartir à zéro. Si par exemple vous avez un accident de rail que vous l'endommagez, vous le remplacez et puis le rail... par contre, si vous l'endommagez comme ça, ça sert à rien. Là, il n'y a rien à faire. Enfin si, changer le mec qui tient la scie. Ça c'est plus dur. Donc là nous avons un accessoire qui permet donc avec qui vient se mettre sur le rail. En fait, quel est le but de ce système? C'est d'éviter que les anciens tuyaux d'aspirateur, donc qui sont crénelés. Alors les anciens, c'est un truc qui est sorti il y a un mois, donc. Non, les tuyaux habillés de tissu. Oui, habillés de tissu, mais maintenant les nouveaux sont lisses de base. Oui, alors, première génération de tuyaux, les crénelés comme ça. Deuxième génération de tuyaux, les crénelés emballés dans un tissu type polyester. Mais t'avais pas de base, ça, c'est toi qui l'as acheté à côté. Quand tu achetais un aspi comme le nôtre, t'avais pas le truc emballé. Hein. Je l'ai acheté avec ça. Oui, mais tu l'as pas eu. Non, je l'ai pas eu avec. Et troisième version, donc cette fois, des tuyaux directement lisses, sans emballage au tissu. Détend. Ouais. Donc ça, le crénelé, clairement, quand on scie au niveau du rail, il vient forcément buter, et ça c'est très pénible. Donc, alors la technique, c'est en général de bloquer. Moi, ce que je fais, c'est que je bloque le tuyau entre les jambes. Ouais, je le passe sur l'épaule. Un peu plus haut, passer sur l'épaule. Mais il y a des moments où ça, c'est assez pénible. Donc, Festool a créé cet accessoire qui vient finalement casser l'arête du rail et créer une zone où le tuyau finalement peut glisser dessus. Cet accessoire, clairement, je m'en suis servi une fois. Il a un gros défaut, c'est qu'en fait, quand on a le tuyau qui comprend le câble d'alim, comme c'est le cas ici, même si là c'est une version artisanale, il y a un moment où le tuyau passe sur la partie plastique
et le câble électrique passe à côté. Donc au final, ça vient bloquer là. Ouais. Bon, en fait, ce raccord, je ne l'ai pas acheté à côté, je l'ai eu quand j'ai la table de MFT. Ouais. Donc c'est vrai que sinon, bon. Donc moi, je l'avais acheté un jour de folie. J'en suis servi une fois, c'est tout. Voilà, c'est vraiment l'achat inutile, je trouve. Après, il y a un accessoire dont on n'a pas parlé, c'est un système qui permet de démarrer une coupe en plein panneau. C'est une petite butée, finalement, qui vient se mettre sur le rail. Un accessoire, disons, sécurité. Pour éviter que la scie recule lorsqu'on coupe en plein panneau. Donc c'est un petit accessoire qui vient pareil. Hein. Ici, c'est tout petit, ça vient se glisser à cet endroit-là du rail. Donc, et le but, c'est d'éviter que la scie recule. Voilà, donc en fait, ça vient sécuriser la scie pour éviter un kickback, une marche arrière. Bon, à la limite, si on voulait démarrer à cet endroit-là, si on met cet accessoire ici, on se rend compte que quand on recule la scie... Ouais, mais tu démarres rarement sur le bord, quoi. Tu peux démarrer plus loin. Oui, non, mais du coup, dans ce cas-là, tu te débrouilles. De toute façon, en général, quand tu coupes en plein boîte, tu as les deux mains dessus, tu fais attention. J'y viendrai après, ça, c'est une appel sur la sécurité. Je crois qu'on est bon pour les accessoires. Donc, on a vu tout à l'heure les serre-joints. Donc, il y a soit les modèles comme ceci, de chez Festool, et Festool a aussi un modèle. Alors, moi, c'est DBC, mais Festool a aussi un modèle de système rapide. Donc, ça, encore une fois, vous venez les serrer. Donc, ce sont bien sûr les mêmes serre-joints que tout l'écosystème Festool. Donc, si vous avez votre MFT, c'est exactement les mêmes serre-joints qui vont là-dedans. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Après, quand vous prenez finalement une même marque, c'est que tout resserre sur tous les équipements, c'est plutôt pratique. Alors, pour en revenir au rail, il a une utilité dont on n'a pas parlé, mais qui semble logique. C'est en fait, côté gauche de la scie, il sert de pare-éclat. Parce que forcément, il plaque ici. Et surtout, il évite que le bois puisse remonter et éclater. Donc à gauche, il n'y a pas de souci. Par contre, à droite, parfois on a besoin de la coupe de droite et qu'elle soit en bon état. Il n'y a pas de pare-éclat ici. Du coup, ça veut dire que là, si je coupe sur du mélaminé, je vais avoir aucun éclat à gauche et beaucoup d'éclats à droite. Donc là, Festool a mis en place ce petit système. Alors je ne sais pas si c'est sur la nouvelle, vu que là, il y a une nouvelle fenêtre pour l'aspiration. Ils ont un système équivalent. Donc en gros, il vient se visser. Et le but, c'est de le plaquer sur le bois, une fois que l'acier est en place forcément, et de le verrouiller. La lame va venir mordre légèrement dedans, donc on voit là qu'il a été un peu attaqué, c'est fait exprès. Finalement, ça vient faire un pare-éclat zéro clearance, ce qu'on appelle en anglais, en français, je ne sais pas. Donc là, ça permet de couper et de ne pas avoir d'éclat, enfin un minimum, à gauche et à droite. Sachant qu'on l'a vu, comme c'est une scie plongeante, finalement, petit détail, c'est que on a le rail qui sert de pare-éclat sur le dessus, mais normalement on utilise ici en dessous une planche martyre qui sert de pare-éclat par le dessous, et comme on l'a vu, c'est une plongeante, on va dépasser finalement que d'1 millimètre ou deux dans notre planche martyre en dessous, et comme ça on n'a vraiment aucun souci, on a vraiment une coupe parfaite de chaque côté. Exactement. Je voudrais maintenant faire un petit focus sécurité par rapport à la scie plongeante en général, et moi ce cas-là que j'ai eu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette scie a deux poignées, c'est bien pour y mettre les deux mains. Donc surtout, ne mettez jamais votre main devant comme ça. Et il peut arriver des accidents justement quand on fait ça. J'ai déjà eu à faire cette manœuvre quand j'ai coupé, alors là, si vous voulez, tu te mets comme ça, je coupais en l'air sur mon atelier, donc j'avais ici, vous voyez, la pente inclinée de mon OSB, donc j'étais à l'extérieur sur une échelle, je tenais mon rail un petit peu comme ça d'une main, et puis... Chose à ne pas faire, quoi. Et voilà, chose à ne pas faire, et je faisais avec la scie. Et là, j'ai eu plusieurs kickbacks, alors, qui auraient pu être dangereux, parce que finalement, ça aurait pu m'attaquer la main si la scie avait rebondi, ce qui est d'ailleurs arrivé à Laurent de JVS pour ceux qui ont suivi. Donc c'est encore une fois quelque chose que je déconseille très fortement de faire, et que je ne referai plus jamais. Et finalement, pourquoi ce kickback il est arrivé? Les seuls cas où j'ai eu des kickbacks avec cette scie, et ça arrive régulièrement, c'est pour une certaine raison, par rapport au chantier où j'étais, etc., j'ai dû le faire de la main gauche. Du coup, je suis droitier, donc enfin voilà, j'ai fait la main gauche, donc je suis droitier. Du coup, j'ai pas la même force, etc. Et donc... Surtout que tu pousses peut-être moins droit aussi. Voilà, concrètement, c'est que en fait, j'ai plongé trop vite. C'est-à-dire qu'à un moment, la scie, quand vous la démarrez, alors déjà, il faut la laisser démarrer avant, on ne plonge pas tout de suite, on laisse le moteur prendre son régime, enfin son plein régime avant de descendre. Et une fois qu'on descend, alors au début, il y a un petit peu de résistance parce qu'on passe, entre guillemets, l'espèce de première couche du matériau. Et tout d'un coup, si on continue à avoir cette pression un petit peu trop forte,
on a tendance à tout d'un coup s'enfoncer vachement, et c'est là où le matériau, lui, est peut-être un peu dur, et hop, il nous renvoie la scie en arrière. Donc, c'est pour ça que... la métaphore, c'est pour ceux qui ont déjà essayé de... C'est comme si vous freinez du pied gauche. Pied gauche, et c'est exactement ça. On n'a pas trop de sensibilité. Donc moi, ça m'arrivait de la main gauche, ça m'a aussi arrivé un petit peu de la main droite, où à un moment, voilà, on est là, on descend, on appuie, et sauf qu'à un moment, on rentre dans le dur, et c'est là où finalement la scie nous est renvoyée en l'air comme ça par le bois, et c'est là où ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que cette main-là, finalement, elle a toute son importance, parce que quand on va être avec la deuxième main, on va garder et plaquer notre scie vers l'avant. Donc du coup, quand les deux mains sont prises, le tuyau, il faut donc le mettre soit sur l'épaule comme là-dessus, voilà, moi, soit l'avoir entre les jambes pour le si je me mets comme ça, j'ai mon tuyau qui passe au-dessus, je suis là, ou alors effectivement, des fois je fais comme ça. Je passe comme ça avec ma main là. Ouais, bon, et comme ça, là, il touche pas le rail. Embêté, ouais. Là, comme ça, je trouve ça quand même pas mal, ça gêne pas trop. Donc voilà, ça c'est vraiment les aspects sécurité sur cette scie. Ayez toujours cette main là. Ne mettez pas, alors vous allez peut-être voir des vidéos où je le fais, ou parce qu'au départ je tiens mon rail, etc. C'est pas bien. Il faut jamais avoir cette main là devant ou derrière, parce que finalement quand il y a un kickback, la scie peut reculer. Alors bien sûr, on a le frein électronique, c'est-à-dire que dès qu'on lâche la gâchette, la lame s'arrête quand même plutôt hyper vite. C'est pas immédiat non plus. Mais c'est pas immédiat non plus. Et puis c'est pas parce que c'est une plongeante qui se rétracte que y a un moment les lames sont quand même sorties. Donc voilà, les accidents arrivent. J'ai déjà, je l'ai montré tout à l'heure, là mon rail qui est abîmé parce que la scie est sortie. Donc ayez toujours vos deux mains sur cette scie. Elle est faite pour ça, il y a deux poignées. Ça c'est vraiment, je leur dirai jamais assez. Et voilà, ces kickbacks arrivent plutôt souvent. Vous allez voir, si vous avez déjà ce type de scie, vous allez bien comprendre, enfin pour ceux qui l'ont déjà vécu, on a vraiment cette sensation de voilà, ça descend, puis tout d'un coup, pouf, on a un arrêt et on se fait rejeter comme ça. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps sur ma réalisation de la petite console en chaîne que j'ai fait avec un support de machine à coudre, de vieille machine à coudre. Pareil, je commence à rentrer dans le chêne, j'étais bien, et tout d'un coup, tac, j'ai eu le retour. Moi ça m'est jamais arrivé, tu vois. Ouais. Je scie moins que toi avec cette scie, je sais pas, mais ça m'est vraiment jamais arrivé. Alors après, tu vois, ça m'est arrivé souvent dans du chêne, avec des lames finalement 24 ans. Avec des lames trop dedans peut-être. Voilà, donc après c'est peut-être aussi, enfin c'est peut-être pas peut-être, ça fait en grosse partie le fait que la lame n'est pas adaptée et que c'est important encore une fois d'avoir des lames qui soient adaptées à ce que vous coupez. Donc ça, pour savoir si la lame est adaptée finalement, alors il y a déjà la théorie, et ensuite en pratique on entend vite si le moteur force ou pas en fait. Oui. Donc le but c'est de ne pas faire forcer le moteur. Si le moteur force, plusieurs raisons, c'est que soit il n'y a pas assez de dents sur la lame, soit vous coupez le bois d'une manière où finalement il rentre trop dans les fibres et du coup c'est compliqué pour la lame, ou soit la lame est plus assez aiguisée, du coup ça fait forcer. Ça c'est facile à voir, ça commence à faire des tracés noirs au niveau de la coupe, et de la poussière de la sciure qui est un petit peu cramée. Donc là on va juste vous mettre, je ne vais pas aller avec, c'est juste pour vous montrer le bruit, et vous allez entendre le moteur qui démarre, et à quel moment il va être à plein régime, je vous ferai signe. Et vous voyez, la lame s'arrête hyper vite grâce au frein électronique. Alors, cette scie a bien sûr des concurrentes, que ce soit chez Makita, que ce soit chez Bosch, que ce soit chez Mafell, chez DeWalt. Voilà, ils ont tous finalement une scie plongeante avec le rail, des rails qui fonctionnent entre différentes marques. Je ne sais plus lesquelles précisément, mais je sais que par exemple le Makita va avec... Bon, voilà. Il y a certains rails qui peuvent être utilisés par plusieurs marques. Tout ça pour dire que finalement, ça c'était mon premier rachat chez Festool. Et je ne le regrette surtout pas. Du coup, quels sont pour moi les avantages de cette scie? Alors les avantages, c'est qu'avant ça, en fait, je connaissais déjà pas la scie plongeante. Donc la scie plongeante qui n'est pas la caractéristique, cette scie est une scie plongeante, donc déjà si vous avez toujours eu une scie, on va dire circulaire classique, avec la lame qui est sortie en permanence, déjà ça va vous changer la vie. Donc ça c'est déjà quelque chose. Après effectivement elles sont toutes plongeantes par rapport aux autres marques, donc c'est pas un avantage. Pour moi l'avantage c'est encore une fois, c'est le fameux écosystème Festool, c'est-à-dire qu'on a les rails qui vont bien avec toutes les autres machines, on a l'aspirateur qui se raccorde bien dessus, on a les serre-joints qui vont bien dessus, donc encore une fois, je pense que c'est bien d'aller chercher à gauche, à droite les meilleurs modèles peut-être de chaque marque, mais il y a un moment, je pense que c'est important de rester cohérent et peut-être dans l'atelier d'avoir 2 ou 3 marques
Encore plus si vous avez des modèles sans fil, parce que comme ça, au moins, vous n'avez pas 50 batteries. Mais après, c'est bien de garder dans cet écosystème-là. Ça permet aussi, quand vous êtes avec un certain revendeur qui ne fait potentiellement qu'une ou deux marques, de devenir copain avec lui, d'avoir potentiellement des prix un petit peu plus intéressants à force de lui prendre toujours un petit peu plus de matériel. Donc voilà. Puis ça permet finalement de rentabiliser des accessoires qui servent à plusieurs tout outils. À fait, ouais, exactement. Alors, quelque part, c'est un moyen qu'a trouvé Festool pour fidéliser les clients. Clairement, c'est une technique marketing, mais ça marche et finalement c'est valable. Oui, et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand leur modèle évolue, ça reste toujours rétro-compatible avec les anciens, enfin dans la mesure du possible, mais principalement c'est très bien. Globalement, les produits durent, donc c'est quand même rassurant. Ouais. Donc, ce que j'aime avec cette scie, c'est le changement de la lame qui est vraiment extraordinaire, ça prend vraiment 2 secondes. Leur système de 3 lames qui ont exactement les mêmes caractéristiques, du coup, qui fonctionnent très bien avec le rail, je pense que ça doit être partout pareil, mais à confirmer. Ça, en tout cas, pour moi, c'est très important. Ce que j'aime beaucoup, encore une fois, alors là, plutôt, c'est lié à Festool, c'est vraiment toute cette espèce de signalétique, qui se retrouve déjà dans le packaging du Systener. Ici, finalement, dans la scie, de tout ce qui est les aimants en vert, ce sont les éléments sur lesquels l'utilisateur influe. Donc, que ce soit les boutons, que ce soit le variateur, que ce soit les éléments à régler. Pardon. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça qui font que on est bien à l'utilisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, les points qu'on avait en point négatif, si, on va dire les choses qui nous gênaient quand on avait ce modèle-là, sont des choses qui ont été corrigées sur le nouveau modèle. Donc ça, c'est aussi important de voir que la marque, finalement, écoute ses utilisateurs et permet comme ça de faire évoluer les produits dans le bon sens. Après, peut-être que le nouveau modèle a des défauts, mais on ne sait pas. Oui. Pour le coup, on ne l'a pas assez utilisé, on l'a utilisé juste en démo, donc pas de quoi pouvoir valider ce point-là. Peut-être que l'amélioration de certains points a peut-être fait d'autres trucs, tout à fait, exactement. Ça, on peut pas s'en vendre. D'ailleurs, ceux qui ont des TS55R, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous trouvez des inconvénients dessus. Il y a un des inconvénients, donc on l'a vu par rapport au racker d'aspirateur. On a vu tout à l'heure que ici, des fois, le câble d'aspirateur partait. Sur le nouveau modèle, on a effectivement le système baïonnette qui fait que le câble ne part plus. Par contre, on a toujours ce fameux petit coude qui tourne parce que des fois on a besoin de pouvoir bouger le câble, etc. Mais le problème c'est qu'il ne reste pas en position. C'est-à-dire des fois on va le mettre là comme ça pour pas être embêté et au fur et à mesure de vous avancer, il finit toujours par tourner. Il finit par tomber. Donc ça veut dire que le câble est tiré vers le bas et c'est le fameux truc où ça vient se prendre dans le rail. Donc ça oui, ça c'est pénible en fait. Parce que faut tout le temps le relever. Et donc ça, sur la TS55R, ça n'a visiblement pas été corrigé. On a le système baïonnette pour pas que ça s'en aille, mais on a toujours ce fameux coude qui ne reste pas en position. Alors en soi, c'est bien qu'il puisse tourner, ça permet une liberté du câble. Par contre, peut-être que si j'aurais mis un crantage un petit peu plus haut, ça permettrait que... Ouais, mais après, du coup, je pense qu'il est fait comme ça par rapport à l'aspiration, mais au moins un crantage. Si on avait un crantage, tu sais, comme un sélecteur d'aspirateur ou un truc comme ça, ça aurait pu être sympa. Un des autres avantages, c'est le bruit. Je prends par exemple, j'ai une Triton classique en scie circulaire. Je crois qu'elle doit être 3 fois plus brillante que cette scie-là. Donc finalement, dans tous les cas, même si vous travaillez avec un casque, on voit quand même la différence et c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler. Et c'est là aussi où on voit, on vous l'a déjà dit, mais quand on voit la différence entre du bas de gamme, moyenne de gamme ou du très haut de gamme, et ça joue pas que sur la qualité de la coupe, etc. Ça joue sur les petits trucs à côté qui sont liés à la sécurité. Et le bruit en fait partie. Pourquoi ? Parce que vos oreilles, elles vous servent toute la vie. Donc c'est important de ne pas trop les flinguer à utiliser comme ça votre matériel et que ça puisse rester un plaisir. Voilà, je pense que pour les avantages et inconvénients, on est plutôt bon. Oui. Donc voilà, encore une fois, moi, vraiment ultra satisfait. Si elle devait tomber en panne, c'est simple, je rachète une directe. Je rachèterai une filaire parce que pour moi, je suis dans l'atelier, donc j'ai pas le besoin sur un chantier de pouvoir être... Donc voilà, pour moi, le filaire, c'est bien quand on a une perceuse visseuse et des trucs comme ça. Après, quand je suis dans l'atelier, voilà, j'ai du sans fil. Oui. J'ai 10 prises sur 20 mètres carrés, donc voilà, je suis pas embêté, je préfère cette partie-là. Voilà pour moi, je ne sais pas si tu as des... pareil, si la mienne devait tomber en panne, je pense que je reprendrais la même. Ouais. Après, bon, ça sert moins une fois qu'on a une scie sur table, mais c'est quand même complémentaire. Donc ça fait partie de ces outils où, quand on commence, on achète ça, parce qu'on a besoin d'une scie. On n'a pas forcément la place pour stocker une scie sur table. Là, l'avantage, c'est qu'on peut la ranger et la sortir au besoin. Après, elle sert moins, mais elle sert quand même toujours. Le délignage de panneaux, faire du massif qui est un peu trop tordu pour être guidé sur la scie sur table.
Globalement, voilà, c'est un outil vraiment magique en fait. Hein. Ouais. Et quand on la couple avec la MFT par exemple, ou équivalent, hein, si vous n'êtes pas obligé d'acheter chez Festool, là ça permet vraiment de faire des super coupes ultra précises, notamment sur les cross-cuts, les coupes transverses quoi. Ouais. Je sais pas comment on dit en français, mais cross-cut. Dans la largeur, mais pas dans la longueur. Donc ça permet vraiment de faire des coupes perpendiculaires avec tout le système de guide qu'il y a. Enfin là je l'ai enlevé pour l'apéro-outil, mais voilà, c'est quand même bien pratique, encore une fois, d'avoir tout cet écosystème tout autour. On a parlé rapidement tout à l'heure, c'est que cette scie-là peut se mettre en scie sous table si vous avez les modules CMS. Pour ceux qui connaissent, donc chez Festool, il y a la fameuse MFT, là, c'est cette table-là. Et après, ils vendent des espèces de modules de table sur lesquels vous pouvez mettre soit la défonceuse, soit la scie sauteuse inversée. Et celle-ci peut se faire dessus. Donc soit vous achetez le module, soit après vous pouvez l'acheter directement scie plus module, ça revient un petit peu moins cher. Voilà. Le seul truc qui pourrait limiter, c'est des fois la profondeur de coupe, où c'est un peu juste, mais la différence avec la 75 en prix et en taille, le justifie pas au quotidien, en fait. Le justifie pas au quotidien. Je pense qu'après vous aurez plus de poignée. De toute façon, à un moment, je pense que quand on est embêté pour couper ça, après il faut changer d'outil, il faut passer à la scie à ruban. Il faut passer à autre chose, mais voilà, ça reste une scie sur rail, elle n'est pas faite pour déligner du massif de 80 mm. Après, il y a des outils vraiment plus adaptés pour ça, parce qu'après, indépendamment de la profondeur de coupe, il y a aussi la puissance du moteur qui n'est pas forcément taillé pour ça. Donc l'un dans l'autre, enfin il n'y a aucun outil polyvalent. Ouais, c'est sûr. Donc une scie à posséder, on va dire. Tout à fait. Qui permet de bien commencer dans le travail du bois finalement. Et surtout, alors ça va pour le débutant, mais après quand on est un peu plus confirmé, elle est toujours, elle tient toujours la route en fait. Bah, moi c'était mon premier outil, donc je l'avais acheté en pack, donc avec... donc j'avais pris le Systener avec le rail et j'avais eu par contre un pack, c'est que j'avais la lame avec denture fine en plus. Donc tout de suite les deux lames m'ont bien servi. Ouais, alors c'est vrai que souvent il y a des promos à guetter parce qu'au niveau des prix, les revendeurs font pas forcément ce qu'ils veulent avec Festool, il y a des prix qui est réglementé. Par contre ils font des packs. Donc là où ils se différencient, c'est sur les accessoires qui sont fournis avec les outils. Ouais. Donc à guetter, si vous n'êtes pas trop pressé dans vos achats, c'est d'attendre la promo pour X occasion. Il y a souvent une lame en plus, ou un rail en plus, ou des serre-joints. Ouais. Donc le prix finalement est adaptable par ce biais-là. En gros, je crois que vous devez arriver facilement à la trouver vers les 550. Enfin moi à l'époque, je crois que c'est à peu près ce prix-là que j'ai payé, 550 avec un Systener plus un rail et éventuellement encore un petit accessoire en plus. Je sais pas si elle est dispo en carton ou non en Systener. Non, tu vois, les conversions plus, elle n'existe pas, donc c'est toujours en Systener. C'est ce qui est mieux. Oui, c'est le plus pratique. Ouais. Voilà, je pense que l'apéro-outil se termine, Mathieu, on a fini de voilà, donc il n'y a plus rien à boire, donc on va pouvoir y aller. Alors bien sûr, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, Olivier et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Surtout pour les utilisateurs de la TS55R, la TS75 ou la TSC55, n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience directement, encore une fois, dans les commentaires. Ça servira à tout le monde. Encore une fois, le but, c'est d'arriver à avoir cette petite communauté-là qui permet de discuter, d'échanger entre nous et de se partager les infos, les bons plans. Hein. C'est pareil, si vous avez des bons plans d'achat en ce moment où elle est intéressante, vendue en kit, n'hésitez pas à nous indiquer l'endroit. Et puis, si vous avez des idées pour les prochains apéroutis, pareil, faites des suggestions dans les commentaires. On vous a écouté la dernière fois avec les compresseurs. Voilà, donc nous on fait cette émission pour se faire plaisir et puis surtout pour vous aider aussi. Donc si vous avez des idées, alors bien sûr on teste que des outils qu'on possède, hein, donc parfois dans vos demandes on ne pourra pas les exaucer. Mais voilà. Ouais, là ça fait 7 ans qu'on l'a, ça va, on l'a bien utilisé. Ouais, vous pouvez facilement en parler. Eh bien écoutez, il nous reste à vous dire à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Si vous découvrez ma chaîne ou celle d'Olive, voilà, c'est pas forcément les vidéos qu'on fait d'habitude, hein, c'est plus des réalisations. Là c'est vraiment un format vidéo spécifique, un petit peu plus long. Encore une fois, vous avez l'index dans la description pour pouvoir aller directement aux parties qui vont bien. Et puis voilà. On vous dit au prochain épisode. Allez, au mois prochain. Salut. Ciao.